Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 12 avril 2026. Toujours très heureuse de donner la parole à des créateurs, des créatrices qui écrivent et illustrent les livres pour les enfants et les jeunes, à des enseignants, des enseignantes qui mettent la littérature jeunesse au cœur de leur enseignement, ainsi qu'à leurs élèves qui lisent et apprennent à lire. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, on rencontre l'artiste visuelle, autrice et illustratrice de livres jeunesse, Cara Carmina. C'est une humaine qui s'implique, qui s'engage, qui s'émerveille. Mais d'abord, en première partie, je m'entretiens avec Marie-Ève Do, enseignante à l'École centrale des Îles-de-la-Madeleine et avec 3 des élèves de sa classe de première année. On parlera de ce qu'ils et aiment lire, ainsi que de livres documentaires qu'ils ont lus et écrits. Et c'est l'autrice André Poulain qui prend d'assaut la tribune littéraire de grandes personnes. Elle nous parle de l'album Le lion et l'oiseau de Marianne Dubuc. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent et qui parlent des livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois à distance, bien sûr, Marie-Ève Do, enseignante en première année à l'École centrale des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour, Marie. Et Marie-Ève, avec toi, il y a 3 des élèves de ta classe, Livia Turbide, Flora Chartier et Arnaud Poirier. Bonjour à vous 3. Allô. Salut. J'ai très, très hâte de parler avec vous de vos livres documentaires, Livia, Flora et Arnaud. Mais avant ça, je voudrais qu'on donne la parole à Marie-Ève. Est-ce que ça vous va? Oui. Parfait. Marie-Ève, tu vis aux Îles-de-la-Madeleine. Tu enseignes à l'École centrale de Havre-aux-Maisons. Qu'est-ce qui t'y a amené? Alors, moi, je suis une fille originaire de Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue. Moi, je suis de l'adage qui prend mari, prend pays. Donc, je suis arrivée en janvier 2005. J'ai travaillé à la Polyvalente une dizaine d'années. Puis, dans cette période-là, j'ai eu ma fille. Puis, après ça, je suis retournée à mes petits amours. Donc, au primaire, j'ai travaillé 1 an à la Grande Entrée. Mm-hmm. Puis, ça fait 7 ans que je suis à l'École centrale. Ah, c'est bon. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de l'École centrale? Bien, en fait, l'École centrale est sur l'île d'Havre-aux-Maisons. Il y a 162 élèves à l'école, donc 3 classes de préscolaire, 6 classes de primaire, donc 1 par niveau. Mm-hmm. Moi, je peux dire que c'est une belle école avec du personnel engagé, du personnel dévoué. À l'École centrale, on fait des super projets parce que j'ai des super collègues qui travaillent avec moi. Oui. Et ta classe, Marie-Ève, elle a l'air de quoi? Ma classe, je l'appelle mon château parce qu'elle est très, très grande. Je suis vraiment choyée. J'ai comme deux classes dans une. Ah oui, c'est une classe immense, hein? Exactement. Dans la classe, on essaie d'avoir du plaisir. C'est ce qu'on essaie d'avoir dans ma classe. Et ta classe, là, dans ta classe, quelle place fais-tu à la lecture? Bien, c'est sûr que moi, je suis une personne qui aime beaucoup, beaucoup lire. Donc, je lis beaucoup à la maison. Donc, j'essaie d'en faire une priorité aussi dans la classe. On lit beaucoup de livres, on en lit ensemble, les enfants en lisent, on en discute, on analyse. Donc, la littérature jeunesse, il y a des livres sur tous les tableaux, dans les bacs de lecture, un peu partout, un peu dans toutes les occasions. OK, puis donc plusieurs dispositifs pour travailler ça. Tu travailles notamment avec les différents modules des ateliers de lecture et d'écriture, Marie-Ève. Pourquoi tu as fait ce choix pédagogique? J'aime beaucoup la philosophie dans le sens où est-ce qu'on veut que les enfants deviennent lecteurs et scripteurs pour la vie. Et ça, j'y crois.
J'y crois vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les petits pas que les modules offrent. Donc, c'est des petites bouchées, on enseigne, on essaie, on revient. Et j'aime beaucoup, j'ai enfin l'impression d'enseigner de la lecture, j'ai enfin l'impression d'enseigner l'écriture aux enfants. Et puis, ce que je découvre aussi, c'est qu'ils ont un talent énorme et je suis toujours émue et souvent je dis j'ai des frissons à voir ce qui est le résultat de ce que j'ai pu leur montrer ou ce qu'on a pu observer à travers les oui, puis ce que tu crées, c'est une communauté de lecteurs et d'auteurs. Exactement. Oui. Ouais. Tout récemment, vous avez lu des livres documentaires et les enfants ont écrit à leur manière un livre documentaire. Dans quel contexte? Sur quel sujet? Bien, en fait, c'est ça. J'ai utilisé le module écrire des textes chapitre par chapitre, des modules d'écriture, donc avec le module 6-7 ans. Puis, dans ce module-là, on offre la possibilité aux enfants d'écrire sur des sujets de leur choix. Donc, toutes sortes de sujets. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. J'en ai appris sur les animaux, j'en ai appris sur les sports, j'en ai appris sur des jeux. Donc, les enfants écrivaient vraiment sur un sujet qu'ils voulaient m'informer, qu'ils voulaient m'apprendre. C'est sûr qu'on a eu à la fin un petit projet plus spécial. Donc, après avoir écrit comme ça, avoir rempli plein de connaissances finalement et plein de techniques d'auteur. On a proposé aux enfants d'aller faire une visite du Madeleine 2. Donc, certains l'avaient pris, d'autres pas. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a eu accès à des endroits privilégiés. Le Madeleine 2, c'est le traversier qui fait la traversée de Souris aux îles et des îles à Souris, à l'île du Prince-Édouard. C'est ça? Donc, les enfants ont eu accès à des endroits qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, aussi tout le vocabulaire, mais comme la timonerie, donc où est-ce que le capitaine conduit et tout ça. Il y avait des petites choses cachées qu'on a vues, comme des petites gousses d'ail. Oui, on avait vu aussi l'infirmerie qu'il y a sur le bateau. Donc, on est allé visiter, on a tous pris des notes, on a été choyés, on a même pu avoir une petite collation. Puis ensuite, les enfants sont revenus avec tout ça, puis ils ont écrit un livre, un documentaire sur le bateau. Et donc, j'aimerais bien... Avec tout ce qu'on avait vu dans notre module, là, les enfants, après ça, ils ont produit un texte final sur le Madeleine 2. Alors, on va leur donner la parole aux enfants pour qu'ils nous parlent de ce qu'ils ont écrit. Flora, Arnaud, Livia, vous êtes d'abord informés à propos du traversier, puis ensuite, vous avez fait un travail d'auteur. Vous avez écrit votre texte documentaire. Est-ce que vous voulez nous lire votre texte? Oui, vous êtes très, très, très gentil. Commençons avec Flora. On t'écoute, Flora. Le Madeleine 2. Oui. Entends ce bruit, tu sais ce qui va sur l'eau qui transporte les gens. Quand tu rentres, c'est dans le temps. C'est juste des autos qui peuvent rentrer et des camions. Ici, c'est un magasin. Il y a du linge et sucreries. Comme sucreries, il y a des gommes, ballons. Au melon d'eau. Où le capitaine travaille, c'est dans la timonerie. Il y a au moins 2 personnes dans la timonerie. Wow! Formidable, formidable. Et toi, là, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Donc, tu as appris de nouveau sur la timonerie. Est-ce que tu l'as goûté? Il y a aussi la gomme, la gomme qui goûtait la gomme ballon que tu as pris à la boutique? Quand j'étais en maternelle 5 ans, j'allais dans Madeleine 2. Et une de mes amies que j'ai rencontrée, elle m'a donné une de ces gommes ballons de melon d'eau. T'es bien chanceuse, t'as goûté à ça. Ben merci, Flora. Puis Arnaud, est-ce que tu veux nous lire ton texte, toi? Ouais. On t'écoute. Le Madeleine 2. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Tu as deviné, c'est le Madeleine 2. Il y a le magasin avec beaucoup de choses comme mettons des chandails et des bonbons. Il y a du manger qu'on mange à la table avec les chaises. Il
Il y a les jeux et les arcades. Il y a la timonerie avec beaucoup de boutons et des carrés pour avancer. Wow! Quand tu es allé, est-ce que tu es allé dans la salle des arcades avec des jeux? Est-ce que tu as joué? Oui. Est-ce que tu as joué à certains jeux des arcades? Ouais. C'est formidable qu'il y ait ça sur un traversier. Merci, Arnaud. Et puis, si on y va maintenant avec Livia. On t'écoute, Livia, lire ton texte. Magnéto. On dirait le magnéto. Salle de jeu. Regarde, je glisse vite. Il y a des marches. Merci pour le pain. Il y a des petits gâteaux. Cafétéria. Infirmerie. Attends une minute, je vais chercher mes citrons. Wow! Écoute, moi, là, mon endroit préféré sur le traversier, je l'ai pris souvent, c'est le café. Toi, ton endroit préféré sur le traversier, qu'est-ce que c'était? Les modules de jeu. Le module de jeu, hein? Wow! Plus la timonerie. Oui, la timonerie aussi. Ça, c'est super important parce que c'est là qu'il travaille, le capitaine du bateau, hein? Oui. En plus d'écrire votre texte documentaire, vous avez lu beaucoup en classe. Marie-Ève en a parlé, des livres documentaires sur plein de sujets différents. Je voudrais que vous me donniez un exemple de livre documentaire que vous avez beaucoup aimé. Commençons avec Livia, tiens. Livia, toi, c'est quoi le livre que tu as beaucoup aimé en classe? Un livre sur les chats, d'accord. Tu m'as dit, quand on s'est rencontrés en pré-entrevue, que c'était de la collection Mon Loulou Doc. Qu'est-ce que tu as appris d'intéressant dans ce documentaire sur les chats? Là, je te vois chercher dans le livre. Le chat a des yeux qui brillent dans le noir. Ah oui, ça c'est vrai. Puis ils peuvent voir très bien dans le noir. Excellent, merci Livia. Puis toi Arnaud, qu'est-ce que c'est le livre que tu as dont tu as choisi de nous parler? Voyage en avion. Ah oui, puis ça c'est la collection Mes petits docs. Puis toi, est-ce qu'il y a une chose que tu as apprise dans ce livre-là en particulier? Les stewards qui donnaient les journaux. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Les stewards qui donnaient les journaux. Ah oui, c'est le steward qui donnait le journal dans l'avion. D'accord, ça c'est un rôle très important. OK. Puis Flora, toi, de quel livre tu as choisi de nous parler? Les ours. Les ours, de la collection Doc à Doc. Puis qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans ce livre-là en particulier? Il a pris beaucoup. Tu cherches dans ta page que tu as choisie, là? Oui. Les ours pouvaient naître des bébés juste 3 maximum. Ah, ils peuvent avoir juste 3 petits bébés ours, des oursons maximum à la fois. Ah, ben ça, c'est intéressant. D'accord. Puis, dis-moi donc, dans ta classe, toi, on lit beaucoup, hein? Qu'est-ce que tu aimes lire le plus? Est-ce que tu as un livre préféré dans la classe? Qu'est-ce que c'est? Ton livre préféré? J'aime beaucoup lui, c'est juste qu'il y a de la bibliothèque, fait que je ne peux pas vraiment le garder, mais j'aime beaucoup les ours. Ça, c'est Flora qui nous parle, c'est ça, hein? Ouais. Toi, t'aimes beaucoup les ours. Est-ce qu'il y en a des ours aux îles de la Madeleine? Non. Non, il n'y a pas d'ours aux îles de la Madeleine. D'accord. OK. Puis Arnaud, toi, dans la classe, est-ce que tu as un livre préféré? Il y a Voyage en avion. Il est dans la classe. Ouais. Des fois, je peux le prendre, puis j'aime beaucoup ça lire. T'aimes beaucoup ça lire, toi, Arnaud, hein? D'accord. Il y a aussi au carnaval des animaux qu'on a dans la classe, puis il est drôle des fois. Le carnaval des animaux, OK. D'accord. Puis, Livia, toi, est-ce que tu as un livre préféré dans la classe? Le carnaval des animaux. Carnaval des animaux. Le 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 carnaval
Au carnaval des animaux. Toi aussi, le Carnaval des animaux, c'est un livre préféré. C'est super. Oh, ben c'est vraiment bien. Moi, je voudrais d'abord vous dire un gros merci. Vous dire à quel point j'ai eu du plaisir quand je suis allée vous visiter dans la classe au début du mois de mars. J'ai aimé ça, être dans votre classe, parce que c'est une belle classe. Il y a plein de lumière. Il y a des vitres partout. C'est un bel environnement, hein. L'école centrale, elle est située, tu l'as dit tantôt, Marie-Ève, en plein cœur de Havre-aux-Maisons, en plein centre, mais dans une espèce de petit creux. Il y a des buttes autour. La vue est magnifique. C'est vraiment très La vue sur la mer, un peu partout, mais ici, on a vraiment particulièrement la vue sur la mer. Oui, aussi. C'est le fun parce que vous êtes comme un petit peu entouré de petits arbres. Il y a une butte derrière où vous pouvez glisser. Vraiment, c'est un très, très bel environnement. Puis ça a été charmant de vous recevoir aujourd'hui. Je voudrais vous dire merci tous les trois. Merci Livia Turbide. Merci Flora Chartier. Merci Arnaud Poirier. Je vous souhaite de faire plein de découvertes grâce au livre. Vous êtes en première année. Vous avez le temps vraiment devant vous pour faire plein de découvertes grâce au livre. Merci de nous avoir fait découvrir le traversier qui mène chez vous aux îles de la Madeleine ou qui nous ramène sur la Grande Terre. Merci Marie-Ève de m'avoir accueillie dans ta classe au début de mars. Merci pour ta douceur, ton ouverture, ton empathie et pour le plaisir et l'amour des livres que tu transmets aux petits dans ta classe. C'est très précieux. Sur le site de l'émission, je vais mettre les liens vers tous les titres des livres publiés dont on a parlé. Évidemment, je peux pas mettre le lien vers le documentaire que vous avez écrit parce que ça n'a pas été publié. Mais quand même, je vous félicite de l'avoir écrit. Et puis, je vous embrasse, je vous salue. Voilà. Puis je vous dis au revoir. C'est un plaisir partagé, Marie. Oh, merci. Grand plaisir. Bye. Salut. Bye. Je m'appelle Lou David, j'ai 6 ans. J'aime les livres de Marcel Harpin parce que c'est bien écrit. Je m'appelle Lily, j'ai 6 ans. J'aime les livres parce qu'ils m'intéressent, surtout les livres de chats. Je m'appelle JD, j'ai 6 ans. J'aime lire des livres qui informent parce que j'en ai un à la maison de dinosaures. Je m'appelle Arnaud, j'ai 6 ans. J'aime quand papa et maman me lisent des histoires parce que c'est un bon moment. Tribune littéraire de grandes personnes. Des artisans du monde littéraire assurent tour à tour cette chronique. Aujourd'hui, c'est l'auteur André Poulain qui investit cette tribune littéraire. Bonjour André. Bonjour. André, je vous présente rapidement avant de vous laisser le micro. Vous êtes franco-ontarienne, vous habitez maintenant au Québec, dans la région de l'Outaouais. Vous avez écrit une 60aine de livres pour les enfants et les jeunes, des albums, des mini-romans, des romans. Vous offrez des ateliers sur la lecture et l'écriture. Vous dites que votre plus beau défi, c'est d'écrire des livres qui font rire et réfléchir. Vous avez d'abord été journaliste et vous aviez beaucoup de plaisir à raconter des histoires vraies. Et maintenant, comme auteur, vous avez beaucoup de plaisir à raconter des histoires inventées, parfois qui s'appuient sur des histoires vraies. Votre dernier album, tout en poésie et en haïku, illustré par Geneviève Després aux 400 coups, le titre c'est « Une girafe, ça sourit, oui », raconte une vraie opération de sauvetage ayant séparé un girafon de sa maman à la suite d'une inondation sur une presqu'île dans le lac Baringo au Kenya. Et vraiment, c'est un livre magnifique. On en reparlera si on a le temps. André, c'est un plaisir de vous confier cette tribune littéraire. On vous écoute. Un grand merci, Marie. J'étais très contente quand j'ai reçu votre demande et je me suis dit, oh,
quelle belle occasion de parler d'un livre qui est mon coup de cœur depuis des années, que c'est pas une nouveauté. Et c'est un livre de l'auteure-illustratrice Marianne Dubuc. Et le livre s'intitule Le lion et l'oiseau. C'est d'abord un album qui a été publié chez La Pastèque en 2014, mais qui a été republié depuis aux éditions Album, qui est la maison d'édition de Marianne Dubuc. Et Mathieu Lavoie. Voilà. Merci, oui. Ouais, voilà. c'est un duo. Ouais. Oui, exactement. Alors, ce que ça raconte, Le lion et l'oiseau, c'est une histoire toute simple. C'est l'automne. Un lion va recueillir chez lui un oiseau blessé, OK, et va le soigner. L'oiseau peut pas s'envoler vers le sud, il est blessé, donc l'oiseau va passer l'hiver chez le lion. Et là, il se développe une complicité entre l'oiseau et le fauve. Et là, quand le printemps arrive, ils passent l'hiver ensemble. Quand le printemps arrive, l'oiseau est guéri. Il repart avec les autres oiseaux. L'été passe. Le lion s'ennuie de son ami. Et là, je vous dis pas la fin parce que il faut la découvrir. Ouais. Et c'est une fin qui est belle, joyeuse et satisfaisante. Donc, c'est une histoire d'amitié très douce, très tendre. Et c'est un album qui est riche aussi au niveau des thèmes. Ça parle d'entraide, d'absence, des saisons, des migrations. Ce livre-là a reçu le prix du gouverneur général en 2014, le prix Alvin Bellil, aussi. Et c'est un livre qui a beaucoup rayonné aussi, ça montre la force de l'album, à l'international. Ça a été vendu au Brésil, aux États-Unis, en Italie, en Corée, en Chine, en Grèce. Quand même. Et là, je vous explique pourquoi moi, je trouve que ce livre-là est extraordinaire. D'accord? Et je vais vous donner 5 raisons, OK, qui montrent l'audace de Marianne Dubuc dans cet album-là. Ouais. La première raison, c'est la longueur de l'album. C'est un album qui fait 76 pages. C'est long, Ça, c'est deux fois Ouais. plus long qu'un album standard qui est 32 pages. Donc, Marianne Dubuc, elle a pris son temps, elle a beaucoup de place, beaucoup de pages pour développer les personnages et leur histoire. Et ça crée un rythme très lent dans ce récit-là. Et ça en fait d'ailleurs une force et un de ses charmes, ce rythme lent. Ça, c'est la première audace. Deuxième audace, c'est la page couverture. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est du très rare en édition jeunesse. Son nom ne figure pas en page couverture. Elle est l'autrice et l'illustratrice. Et il n'y a pas de titre non plus. Il n'y a rien. Il n'y a que l'illustration. Ça, il faut être fait fort pour convaincre une maison d'édition de faire ça. Oui. Donc, deuxième audace. Troisième audace, dans l'album, il y a des pages. Il y a une double page, entre autres, et ensuite, il y a 2 pages uniques qui sont entièrement blanches. Et quand on tombe là-dessus, sur la double page complètement blanche, on se dit « Ah! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une erreur? Ils n'ont pas bien imprimé la page? Mais non, c'est voulu. C'est un choix. Oui, et c'est tellement original. Ces pages blanches-là ont une signification symbolique. La double page, au début, c'est la tempête de neige, c'est l'hiver. Et ensuite, la page blanche est utilisée aussi pour montrer le vide, l'absence. Donc, 2 utilisations très symboliques de la page blanche, c'est absolument magnifique. Encore une fois, Marianne Dubuc doit être très convaincante pour avoir convaincu, au début c'était La Pastèque, de publier un album avec des pages entièrement blanches. Très belle audace. Ça, c'était le troisième. Un autre signe de son audace comme auteure et illustratrice, c'est dans sa façon de raconter, de mener son récit. C'est un texte minimaliste. Il y a beaucoup de double pages sans texte, il y a beaucoup de non-dits. Et Marianne Dubuc, elle raconte beaucoup avec très peu de mots. Ouais. Elle laisse de la place au silence. Et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'elle fait confiance au lecteur. Hein? L'enfant, là, il est invité à comprendre et à interpréter ce que les illustrations suggèrent. Oui. Okay? Donc, pour les enseignants, ça, c'est parfait. Un album pour les inférences. Tout à fait. Et dernière audace que j'aime beaucoup dans cet album-là, c'est qu'il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de leçon à l'enfant. Voici ce que c'est l'amitié, voici comment il faut s'entraider, etc. Il n'y a rien de tout ça. Les messages passent par les illustrations et justement dans les non-dits. Et elle nous montre
à voir la valeur de l'entraide et la beauté de l'amitié aussi. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Donc ça, c'est encore une l'audace. fois, elle fait confiance au lecteur pour dégager lui-même le sujet du livre puis tout le message qu'il y a derrière. Ouais, oui, tout à fait. Je vous dis quelques mots sur les illustrations. Ouais. C'est des illustrations très simples, très douces, hein, un trait assez, je vous dirais, pour des enfants plus jeunes, donc, et surtout, ce que moi j'aime beaucoup, très épuré. Il y a beaucoup d'espace blanc dans les illustrations et Marianne Dubuc, elle crée avec ses illustrations une atmosphère très, très douillette. Elle nous montre l'oiseau qui est au chaud dans le bonnet du lion. Et là, plus tard, la nuit, il dort dans une des pantoufles du lion au pied du lit du lion. Ils font la lecture ensemble au coin du feu. On est l'hiver, là, la plupart du temps. Donc, c'est des petites scènes de leur quotidien. Et c'est très tendre, c'est douillet, à tel point qu'on a envie, comme lecteur, d'aller vivre dans la maison du lion. On a envie d'être amis avec eux, en tout cas. Ça, c'est sûr. Oui. Ah oui. Et là, je vais terminer en vous disant que cet album-là, vraiment, et j'ai pas peur de le dire, c'est un classique. Okay? On peut lui donner cette étiquette-là. C'est un livre qui va traverser le temps sans se démoder, qui va laisser sa marque. Et c'est un livre universel, hein, par les thèmes, par l'approche. Et je vous dirais, et c'est ce qui fait sa grande force, c'est un livre qui peut être apprécié autant par les petits de 3 ans que par des grands de 10 ans, que par des adultes. Tout à fait. Chacun va y trouver son compte. Je suis complètement d'accord avec vous. Dans ce livre-là. Vraiment. Alors, bravo, Marianne Dubuc. Comme auteur, moi-même, d'album, j'en ai publié une 50aine, je ne peux que regarder ça et me dire, wow, quel chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre. Eh bien, écoute, moi, j'appuie, je seconde, je suis d'accord avec chaque mot. Et vous avez présenté ce livre-là de façon fort éloquente. C'est un honneur pour Marianne Dubuc, mais c'est un plaisir pour nos oreilles à nous. Donc, merci. André Poulain. Je rappelle que les auditeurs vont trouver les liens vers vos livres à vous, notamment ce petit dernier sur Une girafe, ça sourit, oui, qui est publié, attendez, par quel 400 coups, tout à fait, et dont les illustrations de Geneviève Després sont magnifiques. Un livre qui est tout en haïku, rappelons-le. Et donc, je vais aussi mettre le livre, le lien vers Le lion et l'oiseau de Marianne Dubuc sur notre site. Merci beaucoup, André, et au plaisir. Ça m'a fait plaisir. Bonne lecture. Merci. Restez avec nous. Après cette courte pause, je reçois l'artiste visuelle, auteure et illustratrice de livres jeunesse, Cara Carmina. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois l'artiste visuelle, auteure et illustratrice de livres jeunesse, Cara Carmina. Bonjour, Cara. Allô Marie, allô. Oh, je vous tue. Est-ce qu'on se dit tu? Oui, mais oui. On dit tu? Mais okay. oui. Je te présente rapidement aux auditeurs et aux auditrices. Cara, tu es née au Mexique. Tu vis à Montréal depuis 2009. Oui. Tu as suivi une formation en graphisme à l'Institut des beaux-arts de Mexico, une autre en dessin à l'Institut Spinelli de Florence et une troisième en illustration de mode et jeunesse à Parsons à New York. Qu'est-ce qui t'a motivé à quitter le Mexique? Et l'amour. L'amour, j'ai tombé en amour. Ah. J'ai tombé en amour avec quelqu'un ici. Ouais. Et moi, j'ai tombé en amour et je suis folle. J'ai déménagé des pays 2 fois déjà, Marie, pour l'amour. Ah oui. J'espère que c'est la dernière. Oui, et touche voilà, du bois. voilà, exactement. Ton amoureux aussi, touche du bois. Oui, exactement. Mais oui, c'est l'amour. J'ai tombé en amour avec quelqu'un qui habite ici et j'ai déménagé pour l'amour. C'est facile comme ça. Oui.
Formidable. Puis qu'est-ce qui t'a amené ensuite à voyager, donc de l'Europe aux États-Unis, puis ensuite t'installer en milieu montréalais? C'est toujours l'amour? Non, mais quand j'étais jeune, plus jeune, mettons, et j'étais vraiment comme... je cherchais des choses, je voulais voyager, découvrir des choses. Alors, l'Italie, c'était un grand amour pour moi. Je vais te raconter cette histoire plus tard. Ouais. Et j'étais en Italie quand j'étais jeune à cause de ma grand-mère qui a gagné un cours d'italienne. Ah! Mais bon, bref, je te raconte ça plus tard. Ouais. Et après New York, j'ai quitté l'université au Mexique parce que mon professeur de dessin m'a fait échouer. Il m'a dit que je dessinais pas bien. Ah bon? Et alors, comme j'étais en université publique et je devais attendre une année pour recommencer mes études, et j'étais vraiment comme pas de... Je n'avais pas la patience pour attendre une année, alors j'ai quitté, je suis partie... Ça, c'était à New York? À New York. Oui. J'ai eu l'opportunité d'être au pair d'une famille. Jeune fille au père. Et oui, exactement. Oui. Et alors, j'y suis allée. Et là, c'est que j'ai tombé avec la littérature jeunesse. Je connaissais la littérature jeunesse tout le temps parce que ma mère lisait beaucoup. Ma chambre était pleine de livres, les classiques, les contes de fées, tu vois. Mais je ne savais pas exactement que tu pouvais être illustratrice jeunesse et faire ta vie comme métier. Ta vie avec exactement. Ça. Ouais. Et à New York, j'ai travaillé pour une famille très, très riche qui avait beaucoup de livres. Alors moi, j'ai lisé les livres pour faire dodo à les enfants. Ouais. Et là, j'ai eu comme un eureka moment. Une révélation. Voilà, une révélation. Ouais. Parce que moi, je voulais être artiste, mais je savais exactement quel type d'artiste, si artiste à peindre, dessiner, comme faire ma vie. Mais là, je suis tombée en amour avec les illustrations. Ouais. Et je me dis à moi-même, un jour, je vais voir mon livre dans une fenêtre. Tu as eu la piqûre. Ah oui. Cette fois-là. Oui. Et Cara Carmina, ça, c'est ton nom de plume, hein? Oui. De créatrice. Pourquoi celui-là en particulier? Quel sens tu lui donnes à ce nom de plume? C'était par hasard. Écoute, j'étais à New York, j'ai commencé à faire mes premières esquisses, à écrire mes premières histoires jeunesse. Et j'ai cherché un nom pour un blog. À cette époque, il n'y avait pas Facebook ni Instagram, on avait des blogs. Ouais. Moi, j'écrivais beaucoup tout le temps depuis que je suis adolescente. Et je voulais parler de la littérature jeunesse, que c'est une passion à moi depuis longtemps. Alors, j'ai cherché les noms pour mon blog. Et j'ai mis beaucoup de mots dans un générateur de titres en Internet, des mots que j'aimais beaucoup. À l'époque, je voulais faire mon logo, qui était un coccinelle. Oui. Et ma langue favorite, c'est l'italienne, que je parle très bien. Okay. Alors, Cara, c'est chérie en italienne. Oui. Et Carmina vient de la couleur carmin, que c'est le rouge, qui en espagnol, c'est carmine. Et comme la petite chose rouge, une coccinelle, j'ai trouvé par hasard Cara Carmina et j'aimais beaucoup la résonance, et c'est mélodieux. Et c'est aussi très bon pour certaines différences des langues, la phonétique des langues. Ça se prononce bien en espagnol, en français, en italien. Alors, j'ai choisi Cara Carmina, c'était le nom de mon blog. C'est un très beau choix. Puis c'est devenu ton nom de plume. Ça a devenu mon alter ego. Il y a des gens qui ne connaissent même pas mon nom. On ne va pas les dire, c'est un secret. Non, c'est ça. On garde ça pour nous. Hein? C'est ça. En plus de ton travail d'auteur, d'illustratrice, on va y revenir, tu es aussi artiste textile et tu fabriques des poupées. Tu dis que, et là, je cite ce qui est écrit sur ta page, ton site à toi, tu dis que tu dessines à la machine à coudre. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment tu dessines à la machine à coudre? Parce que quand j'ai fait la découverte de la machine à coudre, j'étais encore au Mexique. J'avais une amie qui avait une à la maison qui fabriquait des vêtements. Et j'étais comme vraiment surprise de voir les fils faire des lignes. Moi, j'imaginais les fils comme une encre. Oui. Et alors, j'avais l'hâte d'essayer. J'ai acheté ma machine. J'ai lu les instructions. J'ai appris à les faire. J'apprends beaucoup de choses par moi-même. Je suis très autodidacte. Et j'ai commencé à dessiner avec les fils noirs. Okay. Et c'est là qu'ils sont nés mes visages et mes yeux étoilés. Oui. La première fois que j'ai dessiné ces yeux, c'est avec la machine à coudre. Okay. Avant qu'ils les dessinaient en papier. Oui. Et alors, j'ai commencé à fabriquer des petits visages, après des poupées. J'ai découvert tout le monde des couleurs et des textures. Et ça m'a ramené à le dessin.
mais avec des tissus et des fils. Donc, dessiné à la machine à coudre. Exactement. Ah, je comprends. Et c'est quoi le lien entre ces poupées que tu crées et les albums écrits par Sophie Fauché à propos de Frida Kahlo que tu as illustré? Comment c'est né cette prolifique collaboration avec Sophie Fauché? C'est une belle histoire parce que, comme je t'ai dit, j'ai fabriqué des poupées. Ouais. Quand je suis arrivée en 2009 à Montréal, c'est ça que je faisais le plus, des poupées. Alors, j'ai essayé de les vendre partout pour faire un peu d'argent. Et dans les personnages que j'ai faisais, j'ai fait une poupée de Frida Kahlo. Et ça marchait bien dans les réseaux sociaux. Les gens ils aimaient ça. Alors, j'ai commencé à la faire plus. Je l'aimais beaucoup comme personnage, comme femme surtout. Et par hasard, le Musée des Beaux-Arts de Québec m'a demandé de faire des poupées pour une expo qui s'appelait Women in Wonderland, que c'est une exposition de femmes surréalistes dans laquelle il y avait 7 tableaux de Frida. OK. Et ça, c'est 2011, je pense. Et en même temps, Sophie Fauché avait son spectacle et monologue des correspondances de Frida au Musée des Beaux-Arts et lié aussi à l'expo. Ouais. Alors, quand je suis allée voir mes poupées, j'étais vraiment comme tellement excitée d'avoir mes poupées dans la boutique d'un musée si renombré. Ouais. J'ai vu l'affiche de la pièce de théâtre de Sophie et elle a vu mes poupées. Okay. Et des ans plus tard, on s'est rencontrés dans un marché des artistes qui s'appelle Sukatsat, où j'avais mes poupées de Frida. Elle m'a reconnue, m'a parlé de son amour à Frida. On s'est rencontrés. C'était une rencontre très bonne. Elle m'a dit un jour... C'est une passion dans ce cas. Ah, mais c'est un passionné de Frida Kahlo. Ouais. Et je peux te dire, c'est une des femmes que je connais qui connaît plus Frida à profondeur. Oui. Et moi, je pense que c'est l'ambassadrice de Frida Kahlo au Québec. Exactement. Et il m'a dit... Une mission pour elle. Ah, absolument. Ouais. Il m'a dit, un jour, je vais faire un livre jeunesse pour raconter la vie de Frida aux enfants. Et j'ai vu que tu sois mon illustratrice. On va envoyer ça à l'univers. Et ça a commencé. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné au bout. Vraiment un lien très précieux avec Sophie Fauché et la vie de Frida Kahlo. Toi, ça te ramène à tes racines mexicaines, à cet art expressif, coloré, fantaisiste, autant le tien que celui de Frida Kahlo. En plus des albums écrits par Sophie, il y a le film Hola Frida, qui est paru en 2025. Et aussi, on peut trouver les 6 épisodes de la web-série d'animation Frida, c'est moi, sur la plateforme de Télé-Québec en classe. Ça devient un rôle différent. Le rôle de l'illustratrice dans les livres, on le connaît. Oui. Mais ça a été quoi ton rôle dans le projet de web-série? J'étais... comme c'est dit en français, excuse-moi, c'est comme une... J'ai vérifié tous les côtés artistiques de l'illustration parce que c'est mon travail qui a été animé. Comme une conseillère. Conseillère artistique, exactement. Ouais. Alors, j'étais l'artiste graphique qui signait les films et la série, mais aussi comme conseillère artistique. Et c'était une belle expérience pour moi dans le côté de découvrir un côté de mon travail que j'ai jamais pensé. J'ai rêvé de voir mon travail animé, mais je suis pas animatrice. Et ça, c'est notre métier. Alors, de voir, comme j'ai dit, de voir mes dessins bouger, parler, danser. Voler. Ah, c'est quelque chose. C'est vraiment spécial. Impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Et ça rend bien ce qui est dans les livres aussi. Absolument. Autant le film, je l'ai pas vu, mais j'ai vu la web-série à Télé-Québec. On peut trouver ça. Ah, mais je l'adore. Et je vais mettre le lien sur le site de l'émission. C'est écrit dans ta bio, sur ton site, dont je vais mettre le lien aussi sur notre site à nous, que tu souhaites représenter la beauté des choses simples, que transformer un morceau de papier ou un fil en quelque chose de beau, c'est une de tes passions. Je fais lien avec les personnages de la famille de Lily, la petite fille en papier émery, de la famille... Point de riz. Oui, c'est ça, c'est l'album écrit par Pierrette Dubé, publié chez Fonfon, que tu as illustré d'une manière vraiment créative et originale. Est-ce que tu veux nous parler de ce livre et des liens qu'il y a avec ton processus de création à toi?
Absolument. Ouais. Ce livre, c'est un petit bijou. Ouais. Et ça arrivait à ma vie par surprise, par les belles filles des Fonfon, Oui. édition Fonfon. Et parce que ce travail que j'appelle des dioramas, des papiers, c'est comme une espèce de bricolage. Je dessine, je colle, je crée un univers miniature. Ça fait comme Et des trucs en 3 dimensions. Voilà. Et ouais. après, je prends une photo. Mais ça, c'est le premier travail que j'ai fait au Québec pour gagner ma vie. Ah. J'ai fait des dioramas de papier, j'ai pris une photo et j'ai fait toute une ligne de carsuettes que je vendais dans les marchés, dans les boutiques. Ouais. Et à un moment donné, j'avais plus de 150 boutiques partout au Canada, surtout au Québec, qui vendaient ces séries de cartes souhaites Ouais. pour les anniversaires, pour les printemps, pour les Halloween, pour toutes les occasions, Ouais. Noël. Pour toutes Et les, alors, toutes les voilà. occasions où on veut offrir une carte Exact. de souhait à quelqu'un. Et ça était très, très bien vendu. J'ai arrêté de faire ce travail pour me concentrer plus au dessin à un Ouais. moment donné, quand les livres ont commencé, 2015, que c'est mon premier livre. Et les filles de Fonfon, ils cherchaient une illustration bricolage, Ouais. 3 dimensions, pour faire les textes des Pierrettes, parce que ces textes, ça passe dans le monde des papiers. Ben oui. Et c'est pas si facile de les visualiser dans un univers 2D. Oui. Alors, c'est plus 3D. Alors, Camille, une des filles des Fonfon, s'est rappelée de mes cartes. Ouais. Et c'est elle qui a proposé ce travail. Mais quand ils m'ont écrit, moi, il faisait déjà 8 ans ou 10 ans que je ne faisais pas ce travail. Alors, ouais, j'étais c'est comme, ça. waouh, c'est quelques défis de retomber, De refaire Oui, ça, exact. ouais, hein. C'est intéressant. Moi, je l'ai lu à la radio, à Marie Oui. raconte, ce livre-là. Et j'ai eu la chance de le lire aussi à l'école Jacques Ouellet. Ah oui, Avec des élèves non-voyants. aveugles. Oui, oui. Et il y a une enseignante là qui a fabriqué la majorité des objets pour que les enfants, C'est pendant la incroyable. lecture, puissent toucher Ah. les objets. C'est vraiment une expérience vraiment intéressante. Et en plus, tu ajoutes Pierrette Dubé, que c'est comme... Ah, ben là, c'est un inc- texte. Ah, Puis je c'est tout en l'adore. poésie, en rime, c'est magnifique. là. Oui. C'est une très, très belle histoire. Merci. Tu as collaboré donc avec des auteurs de renom en illustrant leurs albums jeunesse, en plus de Pierrette Dubé et Sophie Fauché. Je Oui. voudrais citer Marie-Josée Gauvin, qui a écrit La princesse endormie. Ça, c'est à propos du deuil périnatal ouais. chez les Malins. Nicolas Aumet, qui signe le tout carton Solo le singe et sa famille extraordinaire chez les Malins aussi. Bertrand Gauthier, oui, oui. quand même, quelle chanceuse, un pilier de la littérature jeunesse au Québec, dont tu as illustré la plus colorée des envolées chez Druide. Et Sarah de Gonze, qui a écrit Le Baluchon, une histoire d'autonomie chez La Bagnole, ça c'est plus récent. Oui. Comment ça se passe, le lien avec les mots et l'univers de quelqu'un d'autre pour la créatrice que toi tu es? Avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. J'ai eu des expériences incroyables avec tous les auteurs et autrices que je travaille avec. Par exemple, Marie-Josée Gauvin, elle m'a fait confiance avec une histoire très, très personnelle de sa petite fille qui a décédé 3 mois de naissance. C'est quelque chose de dessiner la vie d'une petite comme ça pour une famille qui a vécu un deuil si important. Ouais. Et elle est tout amour, elle aimait beaucoup mon travail. Elle m'a donné même des photos de sa fille pour m'inspirer. Ah, mais j'ai pleuré avec elle des fois. C'est quelque chose d'intime, ces livres. Et par exemple, avec Bertrand m'a écouté parler à une conférence qui était organisée par Communication Jeunesse. Ouais. Et lui a comme aimé beaucoup mon parcours. Il m'a contacté pour faire un livre avec lui. J'ai capoté. C'était comme, mais voyons donc. Et alors, il a devenu un ami, un mentor. Lui est extraordinaire. Il m'a donné tellement de connaissances de la littérature jeunesse, de la littérature jeunesse d'ici. Ben, c'est un pilier mais de écoute, cette littérature lui jeunesse. est drôle. Il est magnifique. Il m'invitait toujours à faire ses classes d'aérobics avec lui. Il a plus d'énergie que moi, Marie. Et quand Mais même, moi, j'étais fatiguée. il y a 80 ans passés, Bertrand. Ah oui. Faut le Et faire. avec Sarah aussi, c'est une femme extraordinaire. Elle est une amie aussi. Elle a devenu, on fait des liens et on prend les textes de quelqu'un avec beaucoup d'amour et respect. Dans mon cas, c'est comme ça. Oui, c'est bien. C'est une belle porte d'entrée, l'amour et le respect. Cara, tu as aussi publié tes propres textes que tu illustres et également. Le tout carton, j'ai trouvé un cercle chez les Malins. La série Les lapins malins chez les Malins. Il y a comme un terme qui revient. Et chaque titre porte le prénom d'un petit lapin ou d'une petite lapine, ainsi que sa particularité. Qu'est-ce qui t'a
t'a amené à créer ces petits personnages de lapins? Ma petite nièce. C'était l'inspiration, oui. Ouais. Des fois, les enfants, beaucoup les enfants m'inspirent. Ma petite nièce était au Mexique, Oui. Amélia. Elle vit là. Et à cette époque, elle avait 3 ans. Elle était fâchée tous les matins pour se réveiller tôt, pour aller à la garderie. Ok. Alors moi, je visite ma famille 1-2 fois par année. Quand j'étais là, Ouais. j'essayais de me réveiller avec elle et de les raconter une histoire, d'improviser une histoire pour les changer les idées, pour les faire aller à la garderie. Changer plus. d'humeur. Oui, voilà. Ouais. Et à cette époque, elle avait une petite lapine comme Dudu. Oui. Et moi, j'ai donné un nom, Pauline, à la petite C'est lapine. la Et on a première. commencé une histoire. Et j'ai dit, elle a perdu sa queue. Oh. Alors, on a commencé. Et ça, c'est la naissance de la série. Mais moi, j'aime beaucoup les lapins. Je dessine depuis toujours les lapins. J'ai fait même des poupées des lapins en époque. Oui. Et donc, pourquoi une série? Pourquoi c'est Mais devenu la série, une ça... série? C'était pas les plans au début pour moi. Je n'avais pas planifié faire une série, mais ça fonctionnait. Ouais. Et les malins qui sont de mes maisons d'édition favoris, ils me donnent toujours la confiance et ils me donnent carte blanche pour ma création, mais surtout la confiance de croire dans mes idées, dans ma folie, dans Ouais. mon imaginaire. Oui, c'est un univers. Exact. Et c'est l'idée écoute, ça marche très bien, fais une autre histoire, pourquoi pas. Et maintenant, c'est la série des Les Malins, des Les Malins. Oui. La série jeunesse la plus vendue internationale. C'est la plus populaire, c'est Oui, ça. Hein? et j'y suis très touchée parce que cette série, je ne m'attendais pas à ce succès. Et tous les bonheurs qu'il m'a apporté, tous les petits lapins qui m'écrivent, qui m'envoient des dessins Oui. dans les Ça écoles. touche quel groupe d'âge, tu dirais? Et des 4 ans, je te dirais à 7, 8 ans. Oui, Ouais. oui. Ah oui, on peut dire ça. Le 9e titre de la série, c'est sorti tout récemment. C'est le guide des petits lapins pour trouver la Felicita. Oui, très bien dit. Felicita, c'est quoi ça, la Felicita? Ah, écoute, la Felicita, c'est le meilleur mot du monde. Ah oui? Moi, je parle italienne, c'est Oui. ma langue favorite. La Felicita, ça veut dire littéralement bonheur. Le bonheur, OK. Mais moi, j'adore dire la Felicita, c'est ça. La Felicita, c'est trouver des bons avocats au marché. La Felicita, c'est voir ma sœur et donner un câlin. J'ai dit toujours Felicita. Je mélange les langues quand je parle. L'espagnol Exact, et italien, l'anglais. ouais. Et je dis des mots que je trouve belles dans certaines langues en autres. Alors, la Felicita, c'est toujours dans mes langages. Ma grand-mère, ici l'histoire de l'italien. C'est là que je l'histoire, voulais on te y dire. revient. Oui. Ma grand-maman, que j'ai grandi avec elle, écoutait la radio toute la journée. Ok. Elle était toujours à la maison, elle faisait des déjeuners, manger, tout ça. Mais elle avait une petite radio avec elle, elle se promenait à la maison avec eux. Avec son radio quand il avait des concours, elle participait tout le temps. Ok. Et elle avait une bonne chance. Elle gagnait toujours des choses, des livres, des billets de théâtre, des choses comme ça. Oui. Mais un jour, elle a gagné un cours d'italien. Oh. Moi, j'avais 18 ans Oui. et elle m'a demandé est-ce que tu voudrais avoir les cours. J'étais comme, pourquoi pas? Ben oui. Mais je ne savais pas que je tomberais avec l'amour de ma ville italienne. J'ai découvert toute cette culture magnifique qui me fait sentir la joie de vivre, que vous Oui. disiez pour les Français. Moi, Oui. je la sens en Italie tellement. C'est moi, c'est l'Italie, c'est crier fort, parler avec les mains. C'est l'exubérance, c'est ça. C'est être assis en table pendant des heures avec tes amis, avec tes copains pour parler, pour jasser, chanter, Manger se des chicaner dans la pâtes. roue. Manger des pâtes, boire du vin. Écoute, j'adore l'Italie. Et Oui. c'est un peu les secrets en arrière des livres et que c'est un amour à moi pour les bonheurs. Et les bonheurs, je trouve que c'est les sentiments les plus importants pour tous nous, les humains. Oui. Et les bonheurs se trouvent à différentes places pour chacun de nous. C'est pas la même chose, les bonheurs pour toi que pour moi, mais... Il faut tout- savoir le trouver, Voilà. par exemple, et le reconnaître. Et on a le droit de l'avoir. Ouais. Et il faut les chercher toujours. Et quand tu les trouves, les garder. Ouais. Et il faut faire la promotion du bonheur, surtout à cette époque du monde qui en a besoin de Qui est bonheur. si sombre. Hein? Voilà. Dans les albums de cette série-là, tu abordes des sujets comme l'empathie, la compréhension, l'amitié, la gentillesse, mais toujours à hauteur d'enfants Oui. ou de petits lapins. Pourquoi tu as fait le choix d'identifier, de nommer certains éléments des illustrations de façon très, très explicite? Je te donne l'exemple. Oui. Par exemple, sur la page couverture de Théodore, le lapin qui portait des lunettes, eh bien là, il s'est écrit des lunettes, des petites flèches qui montrent Oui. les lunettes. Et partout, on retrouve ça. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Mais en fait, c'est parce que moi, je suis très délicate dans mon regard. Et j'aime beaucoup les choses que j'appelle les choses importantes. Oui. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui voient pas ces choses.
Les enfants voient ces choses. Oui, c'est les détails. Oui. Ouais. Et alors, je m'ai mis à souligner des choses qui pour moi sont importantes et que je crois que pour les enfants aussi, à chaque page de cette série, Oui, tout il y à a des fait. petites flèches qui soulignent un sentiment, un petit truc, un petit insecte, une situation, une émotion. Oui, un détail important. Exactement. Ah, c'est bon. Et alors, oui. Et Voilà. donc, c'est pourquoi. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont tu expliques certains mots aux enfants. Je donne un exemple dans... Attends, ici, dans Ernest, le lapin qui avait la tête dans les étoiles. Attends, c'est écrit. Il prend une grande respiration et tout de suite, l'odeur de la forêt crée un grand miracle. Grâce à elle, sa tristesse s'évapore. Et dans la parenthèse, c'est écrit mot magique qui veut dire que quelque chose disparaît. Alors, tu as fait ce choix-là. C'est rempli, on utilise ce procédé-là un peu partout. C'est plein de légèreté. C'est même parfois poétique. Pourquoi avoir choisi cette manière d'expliquer certains mots ou expressions aux petits lecteurs? Parce que moi, je crois à pas sous-estimer les enfants et sous-estimer les enfants. Tu vois, des fois, les livres, la littérature jeunesse, je la trouve un peu basique dans le sens que c'est jeunesse, ça veut dire que c'est très simpliste. Oui. Et les enfants ne sont pas simplistes. En Ils sont fait, plus les intelligents enfants que ça. sont Ouais. plus intelligents qu'on croit. Alors moi, je parle comme si je parle en adulte dans mes livres, à lecteur, que c'est l'enfant. Et des fois, je m'amuse à expliquer des mots pour les donner un peu plus de profondeur à le vocabulaire. Peut-être que l'enfant connaît ces mots déjà ou Pour pas. la compréhension, c'est Voilà. ça. Hein? Ah oui. On a parlé de ta signature, hein? Les personnages avec les yeux étoilés quand c'est des êtres humains. Ça vient de... Tu l'as expliqué tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne sur les techniques que tu utilises. Comment tu travailles? Je travaille de plusieurs façons et j'ai changé beaucoup mes styles d'illustration pendant ces dernières 10 années que je suis au Québec. J'aime beaucoup toujours les crayons à mine et les papiers. Ça, c'est basique. Ouais. J'ai fait mes esquisses, j'ai fait mes dessins, surtout les premières pour un livre comme ça. Et j'ai passé pour la tablette, j'ai passé pour l'ordinateur, j'ai passé pour les crayons couleur. Et maintenant, je suis comme accro à un logiciel qui s'appelle Procreate, un iPad, parce que je peux faire le choix de mes pinceaux et faire des textures. Je m'amuse à reproduire des textures. Mais surtout parce que je peux manipuler l'image d'une façon très organique. Je peux faire des zoom-in, des zoom-out que je peux faire à la main. Ah non, c'est et c'est une découverte pour moi. Mais j'aime beaucoup les pastels à l'huile. Beaucoup. J'ai les pastels gras. Moi, les textures, la saturation des couleurs, c'est important. Toutes mes couleurs sont très saturées. Et j'ai fait des recherches, j'ai pratiqué des choses, j'ai fait les collages, des fois, j'ai mélangé des choses. Hein? Oui. C'est bon. Tu vas souvent dans les classes, tu offres des ateliers, tu rencontres des lecteurs, des lectrices. Qu'est-ce que ça t'apporte, ça, comme ça créatrice? m'apporte tellement de choses, c'est inspirant. Ça me donne une vision très au premier rang de qu'est-ce qu'ils vivent les enfants d'aujourd'hui, comment est-ce qu'ils sont... Et comment est-ce qu'ils vivent sa vie, des petits, des 4 ans, des 5 ans, des 6 ans, à cette période de notre histoire humaine. Ouais. Et j'y sors de les écoles inspirées et avec plein d'amour. Ah, c'est bien ça, que tu puisses offrir ça aux enfants. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Tu es plutôt active sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a certains sujets qui te font réagir. Ah oui. Moi, je pense que ça, là, c'est un potentiel d'indignation assez élevé. Je pense que tu peux t'indigner facilement. De quelle façon ça devient un moteur dans ta création? Je crois que c'est une responsabilité qu'on a dans les réseaux sociaux de parler des choses qui sont importantes pour nous, mais d'une façon polie, respectueuse et avec beaucoup de finesse, de délicatesse. Moi, ça m'indigne beaucoup de choses parce que je suis femme, je suis migrant. J'ai travaillé à les écoles et parce que je suis une humaine et je suis très sensible. Alors oui, j'ai dit des choses des fois qui ne sont pas exactement les choses que tout le monde... Moi, je trouve les Québécois, les peuples québécois très polis. Vous êtes très polis. Écoute, moi, ça m'a pris un bout de comprendre que quand vous dites
Et ces personnes, c'est spécial. Oui, C'est pas spécial, il y a un message derrière. Oui, exactement. Alors, oui, le Mexicain n'en est pas comme ça. Non, on est plus vivant, plus Voilà. direct. C'est la tradition, Cara, à Imagemo. À voix haute, on demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. Qu'est-ce que ce sera ta suggestion? Mais écoute, on avait parlé, toi et moi, ça, c'est Tom Sawyer. C'est un livre pour toi important. Mais écoute, Tom Sawyer de Mark Twain, j'ai des belles souvenirs de lire ce livre quand j'étais petite. Même les grands trembleurs de terre de la ville de Mexico en 1985. Oui. Moi, j'étais en train de lire Tom Sawyer quand la terre a commencé à trembler. Bouger, oui, c'est ça. Tu te rappelles de ça? Oui, et que j'aime de Tom Sawyer, c'est Huckleberry Finn. Oui. Cette petite enfant qui faisait sa vie comme il voulait, qui brisait les règles. Il y avait la liberté. Qui était rebelle. Oui. Ah oui, je m'identifiais tellement avec lui. Oh. J'adore ce livre, je l'adore. Merci beaucoup pour la suggestion. Cara, c'est déjà tout. Ah non! Ah oui, merci pour ton énergie, pour la joie. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous et de l'avoir fait en français. Merci pour la confiance, merci pour la bienveillance dont tu fais preuve envers les petits et les lecteurs. Merci Marie pour cette invitation, c'est un honneur. C'est ma première longue entrevue de mon travail à moi en français. Mais c'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Pour moi aussi, merci. Merci. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et collaborateurs, Marie-Ève Do et ses élèves Livia Turbide, Flora Chartier et Arnaud Poirier de l'École centrale aux Îles-de-la-Madeleine, l'auteur André Poulain, l'artiste visuelle, autrice et illustratrice Cara Carmina, Michel Brûlé pour le soutien à la préparation, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde, Patrick Favreau, chef des opérations production et diffusion, et Jean-Sébastien Laliberté, directeur de la radio. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain à la mi-mai.